Bien, je vous propose que nous reprenions nos travaux avec un petit peu de retard, mais enfin, j'espère que nos intervenants nous le feront rattraper ou en tout cas ne l'aggraveront pas. Et je suis très heureux de présider cette table ronde qui, il se trouve, va aborder des sujets qui me touchent d'une manière ou d'une autre. Les sociétés de législation comparée, j'en suis membre depuis un peu plus de 30 ans. Et là aussi 10 ans, j'ai été pendant 10 ans avec mon ami Philippe Lauveau, président de son groupe de travail droit constitutionnel. Quant à la législation hygiéniste, il se trouve que là aussi, pendant 10 ans, mais je ne prétends pas du tout que ces 10 ans que je cite soient décisifs, je me suis occupé au titre de la Commission nationale informatique et liberté du Conseil national du sida, qui était évidemment une préoccupation hygiéniste qui n'existait pas dans la période dont on va nous parler. Mais je vais donc donner la parole à nos intervenants. Il se trouve que les deux premiers intervenants sont aussi les organisateurs de ce colloque, donc je crois qu'il n'y a pas énormément besoin de les présenter, si ce n'est pour rappeler que le doyen Laurent est professeur agrégé d'histoire du droit et que Walter Badier, lui, est docteur en histoire et maître de conférence à Orléans. Quant à monsieur Morin, il est enseignant en histoire-géographie dans le secondaire et il est doctorant sur le sujet dont il va nous parler. Voilà. Alors, sans plus attendre, je donne la parole pour une vingtaine de minutes à mes voisins de droite, messieurs Laurent et Badier. Je ne sais pas dans quel ordre ils interviennent. Merci beaucoup, cher président. Je ne remercierai pas évidemment les organisateurs, quoiqu'il y a beaucoup de co-organisateurs ici. Mon ami Éric Anceau, bien sûr, et beaucoup d'autres. Je remercierai tout de même la présidente Martine de Boisdeffre, à nouveau, pour la qualité de son accueil ici, dans ce lieu si prestigieux. Et puis, je vous dirai aussi mon émotion de retrouver le doyen Machelon, hein, qui, il y a quelques années, il n'y a pas tant d'années que ça, m'avait fait l'honneur de présider mon jury de thèse. La Société de législation comparée, fondée en 1869 par les avocats Paul Joson et Alexandre Ribot, que vous avez ici en dessous des pères fondateurs, donc Laboulaye et Dufort, donc Joson à votre gauche et Ribot à votre droite, donc sous le patronage d'Édouard Laboulaye. Cette société marque le double projet, scientifique et politique, de contribuer à l'affirmation du courant libéral français, dont nous avons déjà beaucoup parlé depuis 2 jours, et à l'amélioration de la législation par l'étude des systèmes juridiques, constitutionnels et judiciaires étrangers. Pépinière de sénateurs inamovibles, selon la formule de nos maîtres à tous, Jean-Marie Mailleur et Alain Corbin, et aussi de députés, de ministres, d'ambassadeurs et de préfets, ce qui n'est pas pour me déplaire, la société savante est vite devenue une boîte à idées, on a même utilisé l'expression de think tank, libérale, au cœur de la Nouvelle République, à la conjonction des centres. La fondation de la Société de législation comparée s'inscrit donc à la confluence de 2 dynamiques. D'abord, l'émergence du droit comparé en France, incarné bien sûr par Laboulaye, titulaire de la chaire de législation comparée au Collège de France depuis 1849, donc depuis 20 ans à l'époque, initiative bientôt suivie en Angleterre depuis 1857, aux États-Unis, en Prusse, en Belgique, où se rend par exemple Alexandre Ribot en 1863 à l'Assemblée de l'Association internationale pour le progrès des sciences sociales. Oui, mesdames et messieurs, on parlait déjà beaucoup de progressisme. Et les progrès des oppositions au régime impérial, des républicains et des libéraux, participent également à cette création. Éric nous disait ce matin, effectivement, ce moment
libéral du Second Empire, qu'il connaît si bien. Au-delà de la question de la nature même du régime impérial ici, leur priorité est d'assurer l'autonomie des individus face à l'État par le respect des libertés publiques et des droits individuels. Alors que le Second Empire est en train d'entamer sa mue, devenant, après 1869, ou à partir de 1869, pour René Rémond, un empire libéral à virtualité parlementaire, ce bouillonnement intellectuel est particulièrement propice à l'engagement des juristes. Et la fondation de la Société de législation comparée dépasse donc très vite le statut de société savante, tout à fait respectable, pour prendre l'aspect d'un véritable réseau chargé d'alimenter en personnel et en idées, voire en propositions de loi, Walter vous en dira quelques aspects, une génération, voire une famille politique, qui va mettre en place les lois constitutionnelles de 1875. Donc après la fondation de la Société de législation comparée, dont je vais vous dire quelques mots très rapidement, Walter Badier présentera le déploiement de cette société au service d'une république centre-gauche, avant donc la république opportuniste. Donc dans une première partie, j'évoquerai la fondation d'un réseau de juristes au service du droit comparé. L'initiative de la création de la Société de législation comparée revient donc non à Laboulaye, comme on le croit souvent, mais à deux jeunes juristes. On a vu ce matin aussi que les jeunes juristes peuvent beaucoup apporter, y compris à des colloques, des idées neuves, puisqu'ils n'ont que 27 et 33 ans. 27 ans Alexandre Ribot, 33 ans Paul Joson, deux avocats d'opposition, imprégnés de culture libérale, formés, ça n'est pas original, on le sait, depuis les travaux de Gilles Le Béguec, formés à la conférence du stage, à la conférence Mollet également. Mais ils diffèrent. Ribot est avant tout un libéral converti à la République, là où Paul Joson, fils d'un notaire de La Ferté-sous-Jouarre, chef du Parti républicain de la Seine-et-Marne sous l'Empire, est d'abord fondamentalement un républicain d'esprit ouvert et libéral. Ensemble, ils sont amis. Fin 1868, ils décident de contacter Laboulaye, de lui offrir, je cite Alexandre Ribot, la présidence d'une société qui n'existait encore que dans nos têtes. Laboulaye nous permit d'user de son nom et nous promit généreusement tout son concours. Nous étions dès lors assurés du succès. Au début de 1869, ils obtiennent l'autorisation du gouvernement et multiplient les démarches pour présenter la future société et recruter. La réunion constitutive se déroule le 16 février 1869, à 20 heures précises, dans le local du Cercle des sociétés savantes. Et devant plus d'une centaine de personnes, Laboulaye prononce le discours inaugural dans lequel il souligne le retard accumulé par la France dans l'étude des législations étrangères et insiste sur la volonté d'inscrire l'action de la société dans le champ scientifique et non dans celui de la politique. Je cite Laboulaye, « Nous sommes unis par le drapeau tricolore et par l'amour de la justice et de la vérité. » Les statuts de la société confirment ces orientations. L'objet de la société, je cite, est l'étude des lois des différents pays et la recherche des moyens pratiques d'améliorer les diverses branches de la législation. L'idée n'est donc absolument pas de supprimer les particularismes législatifs de chaque nation, mais de mieux les connaître par le biais de la comparaison, et aussi d'ailleurs de l'histoire du droit, et de permettre aux législateurs de s'inspirer des réussites étrangères. La composition du premier conseil de direction traduit cette volonté d'ouvrir ce rassemblement scientifique à tous les spécialistes du droit. Élu président, Laboulaye est le dépositaire de cet engagement, et ainsi les 4 premiers vice-présidents représentent, vous allez le voir, les familles de professions juridiques très diverses, bien sûr la Cour de cassation avec Charles Renoir, le Conseil d'État avec Émile Reverchon, le barreau avec Édouard Alou et les facultés de droit avec Alexandre Duverger. Ce constat vaut également pour les 260 membres fondateurs, parmi lesquels figure la fine fleur,
des juristes et du barreau de l'époque. Alors, j'ai commencé par le barreau, avocats comme Gambetta, Ferry, Arago et bien d'autres, magistrats à l'image de Georges Picot, professeurs des facultés de droit, bien sûr, et beaucoup ont déjà été cités ce matin, Badby, Buffenoir, Gérardin, beau-frère de Joson, et des membres du Conseil d'État. En plus de réunir le cercle des juristes, cette société savante compte au-delà, parmi ses adhérents de la première heure, des médecins, hygiénisme oblige, un journaliste, Alain Target, un libraire-éditeur, Cotillon, des économistes tels Walras, avec une manifeste homogénéité, en revanche, parisienne, initialement, ça va se transformer ensuite, et idéologiquement libérale. Sous l'impulsion, donc, de Paul Joson et d'Alexandre Ribot, devenus respectivement secrétaire général et secrétaire trésorier, donc les postes clés, la présidence est plutôt honorifique, la jeune société se structure rapidement. Les membres se réunissent à intervalles rapprochés afin de faire état des recherches en cours et de permettre des échanges entre les participants. 6 bulletins sont publiés durant la première année de l'association, c'est considérable. Ils comprennent en moyenne plus d'une trentaine de pages, ils rendent compte de l'activité interne de l'association, diffusent les travaux des membres en relation avec l'actualité législative. Ainsi, le bulletin de mai 1869 contient un compte-rendu par Alexandre Ribot du programme de la 7e session du Congrès international de statistique, ainsi qu'un rapport de Georges Picot sur une enquête anglaise concernant l'extradition. Les principaux animateurs de la société constituent une bibliothèque afin de disposer pour chaque pays d'un recueil des lois ou des coutumes générales, des journaux officiels et des ouvrages juridiques faisant autorité. Pour obtenir ces données absolument indispensables à leurs travaux, Ribot et Joson s'évertuent à tisser un réseau de correspondants hors de France, principalement en Europe, mais au-delà également. En l'absence de ressources étrangères, ils demandent à certains membres français de la société de suivre de plus près l'évolution de la législation dans un pays. Ainsi, une lettre de Paul Joson adressée à Alexandre Ribot du 22 octobre 1869 évoque les problèmes rencontrés pour créer ce maillage et obtenir des renseignements et des documents fiables en Italie. Début 1870, la société compte déjà 30 correspondants, 30 membres résidant à l'étranger, dont 12 en Italie et même aux États-Unis en particulier. Voilà, vous avez ici un document, alors un ouvrage que nous avons publié il y a combien, 10 ans maintenant, avec Walter, sur les voyages en Amérique, justement, de Joson et de Ribot, donc Marcel Joson, le frère de Paul, ingénieur des ponts et chaussées, donc envoyé en voyage d'études pour justement la fabrication des ponts en acier, qu'on ne savait pas faire en France à ce moment-là, et puis qui en profite pour, donc à la demande de Paul et d'Alexandre Ribot, contacter des grands juristes américains, en particulier l'avocat démocrate à New York, Dudley Field. Et vous avez ici quelques extraits. Donc, dans ma visite à Dudley Field, etc. Donc, cette volonté de recueillir pour chaque pays le meilleur des recueils de jurisprudence, de législation, etc., constituait véritablement une bibliothèque de droit comparé extrêmement fiable. L'internationalisation du recrutement, la qualité des productions scientifiques, des bulletins, témoignent du succès immédiat de cette jeune société savante, dont l'essor est brutalement stoppé par la guerre contre la Prusse. Avec la Société de législation comparée, donc, Ribot et Joson sont parvenus à créer une structure à la fois espace de production scientifique et cercle où la pensée libérale peut s'épanouir, mais sans vote et sans véritable simulation des débats parlementaires, à l'inverse de la conférence Molé. Merci Pierre. Donc, je vous propose à présent de poursuivre la chronologie dans une seconde partie, intitulée donc, l'essor d'une société savante au service de la République conservatrice, donc 1871-1879,
1870, comme Pierre vous l'a indiqué, est une année creuse d'une certaine manière pour la production scientifique de la SLC. Donc les travaux reprennent seulement à la fin de l'année 1871. Et lors de la séance de reprise, donc du 28 novembre 1871, donc le président de la SLC, Édouard Laboulet, souligne avec gravité le rôle que la SLC entend exercer, je le cite, dans cette œuvre de régénération qui doit rendre à la France sa force et son rang dans le monde. Donc on peut se demander comment les hommes de la SLC, traumatisés par la défaite, entendent-ils alors contribuer à ce redressement national ? Comment appréhender l'action de la SLC durant cette période de la République conservatrice, donc jusqu'en 1879 ? Comment situer cette action par rapport à l'espace politique institutionnel, par rapport au champ politique qu'évoquait hier dans sa communication Christophe Voyou. Donc c'est à ces questions que je vous propose de réfléchir dans cette seconde partie. À l'issue de l'année terrible, bon nombre de membres de la SLC occupent désormais des fonctions éminentes au sein de la jeune République. Comme le note Laboulet, toujours en novembre 1871, je le cite, 13 membres de la SLC sont devenus ministres, 2 ambassadeurs, une quinzaine de députés, 16 ou 18 préfets ou sous-préfets. Paul Joson, par exemple, élu le 8 février 1871 à l'Assemblée nationale, abandonne le secrétariat général au profit de Ribot, qui deviendra à son tour député en 1977, après avoir exercé à la chancellerie, sous l'autorité de Dufort, les fonctions de directeur des affaires criminelles, puis de secrétaire général. Déjà manifeste dès 1871, le lien entre la SLC et les milieux politiques se renforce durant les premières années de la Troisième République. L'homme qui incarne le mieux ce lien entre la SLC et la République conservatrice est Jules Dufort. Président de la Société de législation comparée en 1874-1875, Dufort est, comme l'a rappelé ce matin le professeur Machelon, un des hommes politiques majeurs de la décennie 1870. En tant que garde des Sceaux, il prend différentes mesures pour favoriser l'essor de la jeune société. Il décide tout d'abord de créer au ministère de la Justice un bureau de législation étrangère afin de permettre aux membres de la SLC de se réunir aisément. Il offre aussi le concours du ministère pour faire venir du monde entier les documents dont elle a besoin. Cette intervention bienveillante de Monsieur le garde des Sceaux, pour reprendre les termes de Laboulet, rend alors possible l'un des rêves des fondateurs, publier une compilation en langue française des principales lois promulguées à l'étranger. À partir de 1872, paraît donc l'annuaire de législation étrangère, en plus du bulletin mensuel. Dufort décide aussi de réunir entre les murs du ministère une bibliothèque contenant des documents législatifs du monde entier. Pour assurer l'existence de ce dépôt permanent ouvert au public, un comité de législation étrangère est institué. Comité dont les membres appartiennent pour la plupart d'entre eux à la Société de législation comparée. C'est le cas notamment de son directeur, Léon Aucoq, président du Conseil d'État et de la Société de législation comparée en 1876-1877. Cette dynamique, donc impulsée par Dufort, permet à la SLC de se structurer et de se développer rapidement. 2 éléments parmi d'autres attestent de cette dynamique. Tout d'abord, l'augmentation rapide du nombre de ses membres, 260 membres en 1869, 400 en 1872, pour atteindre 1264 en 1900, dont à cette époque un tiers de résidents à l'étranger. On le sait, pour les membres de la Société de législation comparée, il y avait un objectif, comme l'a rappelé Pierre, à avoir ses correspondants à l'étranger. D'autre part, deuxième élément qui atteste de ce dynamisme, la production scientifique de la SLC qui est considérable dès la décennie 1870. Chaque année est publié donc l'annuaire de législation étrangère, environ 1000 pages chaque année. Donc vous avez devant vous la première de couverture pour l'année 1879 et un extrait du sommaire. Donc on voit la manière dont les choses sont organisées. Vous avez des textes de loi qui sont traduits et à cela s'ajoute un petit commentaire, quelques pages d'analyse du texte de loi en question. À cela s'ajoute, s'il vous plaît, donc un bulletin mensuel de plusieurs dizaines de pages contenant des informations liées à la vie de la société, mais aussi et surtout des communications présentées et discutées par les membres de la SLC lors des différentes séances. Donc, comme vous le voyez sur le document qui va apparaître, ces communications, donc là, ce graphique a été réalisé à partir des communications réalisées au sein de la SLC entre 69 et 79.
Donc ces communications portent sur l'ensemble des domaines juridiques. On peut tout de même remarquer que la part du domaine constitutionnel, vous voyez, environ 20%, est relativement élevée. Donc, ce qui témoigne quand même, durant cette décennie, d'un intérêt particulier par les membres de la SLC pour ces questions. Par ailleurs, ces communications, s'il vous plaît, se concentrent sur l'étude essentiellement des législations européennes. C'est visible sur ce document, même si je ne sais pas si le document l'est complètement, mais il va falloir me croire. Donc, si on regarde le trio de tête, sans grande surprise, Allemagne, Grande-Bretagne et Italie. Les États-Unis sont bien classés, je crois, en cinquième position, mais c'est essentiellement la législation européenne qui retient l'attention des membres de la SLC. Bon, par manque de temps, je ne développe pas ces éléments qui, malgré tout, mériteraient d'être interrogés en profondeur. J'en viens à présent à mon second point, très rapidement, l'influence de la SLC sur la production législative. En préambule, il convient de rappeler, et Pierre en a dit un mot tout à l'heure, que les membres de la SLC ne cessent d'affirmer qu'ils entendent pratiquer une science désintéressée. Science désintéressée et se tenir vraiment éloignés des luttes partisanes. Néanmoins, derrière ces déclarations d'intention, quand on regarde la biographie des membres de la SLC qui se sont engagés en politique, on constate que la plupart d'entre eux sont des républicains libéraux, des républicains modérés. Par ailleurs, on doit également se demander si la production législative des années 1870 porte, d'une manière ou d'une autre, l'empreinte de la SLC. Bon. Alors c'est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière catégorique. Néanmoins, on a dégagé un faisceau d'éléments qui nous incitent à croire qu'il y a quand même une empreinte de la SLC sur la production législative de cette décennie. Alors simplement pour illustrer cette influence exercée par la SLC, j'aimerais vous présenter un cas concret, s'il vous plaît, où on voit comment à partir de travaux menés au sein de la SLC, des débats s'organisent qui accouchent d'une proposition de loi. Alors cet exemple porte sur la question des aliénés et plus particulièrement sur la réforme de la loi de 1838. Donc le point de départ, comme vous le voyez ici, ce sont des échanges au sein de la Société de législation comparée à partir d'une communication proposée par Tanon, alors rédacteur au ministère de la Justice. À la suite de son exposé, la décision est prise par les participants de créer une commission ad hoc sur ce sujet. Décision est également prise de transmettre aux correspondants étrangers un questionnaire sur le sujet. Il y a une quarantaine de questions qui est envoyée aux correspondants étrangers. Deuxième étape, donc le travail de cette commission qui se met en place entre décembre 1871 et janvier 1872. Il y a 6 réunions organisées par cette commission, afin de procéder à des auditions. C'est le terme qui est retenu, afin également de débattre et d'aboutir à un projet de loi. Alors ce projet de loi, c'était la diapo juste avant, si vous pouvez y revenir, s'il vous plaît. Bon, c'est pas très grave. Donc, il y a une proposition, un projet de loi qui est élaboré à l'issue des travaux de cette commission. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce texte va ensuite devenir une proposition de loi qui est portée par 3 députés, Paul Joson, Albert Desjardins, tous 2 membres de la SLC, et un 3e membre dont il va être question dans quelques minutes, Théodore Roussel. Donc, dans ce cas précis, la SLC a joué le rôle d'une commission extra-parlementaire et pratiqué ce que l'on pourrait appeler une forme de politique informelle. Donc là, on a un exemple quand même assez significatif, me semble-t-il. Alors, des exemples de ce type, il faut être également honnête, on n'en a pas des centaines. Mais malgré tout, là, on a réussi à identifier tout le processus. Alors, pour conclure, très rapidement, 2 remarques. La décennie 1869-1879 est-elle décisive pour la SLC ? C'est assurément le cas. En quelques années, ce réseau de juristes est parvenu à se doter d'un système de fonctionnement à la fois cohérent et ambitieux. Dans les décennies suivantes, la SLC organise 2 grands congrès au retentissement important. Le premier en 89, à l'occasion de la célébration de son 20e anniversaire, et surtout le second en 1900,
qui consacre véritablement le droit comparé sur le plan international. Seconde remarque, en forme de question liminaire, le rôle de la SLC est-il décisif pour la République conservatrice? Ce serait sans doute accorder une trop grande importance à la SLC que de l'affirmer. Toutefois, cette société savante a sans doute contribué à nourrir la réflexion des républicains modérés et aussi contribué à former des juristes qui, pour certains d'entre eux, vont descendre dans l'arène politique. Je vous remercie de votre attention. Je remercie les deux. Je remercie tout d'abord les organisateurs du colloque et le Conseil d'État de nous accueillir. Et nous allons passer des juristes aux médecins, quoique Roussel soit très proche de beaucoup de membres de la SLC, sans en être membre, et le cite dans certains de ses rapports, enfin cite la société, en expliquant qu'il a utilisé les fonds, notamment dans son rapport sur les enfants abandonnés, délaissés ou maltraités, mais nous sommes en 1882, et donc c'est un peu tardif pour notre colloque. Mais ça me permet de faire le lien entre les deux communications. Alors, parler de Roussel durant la décennie décisive, c'est aborder un personnage issu de la en 48 art, issu de la Seconde République, élu en 49 et qui assure le continuum républicain durant le Second Empire et va revenir sur le devant de la scène politique durant cette décennie décisive. C'est aussi parler des liens importants entre médecine et politique, ces liens qui vont se nouer autour du mouvement hygiéniste, dont la Troisième République va adopter petit à petit, notamment dans cette décennie-là, un panel de lois hygiénistes et protectrices sur de nombreux sujets. Donc, comment Théophile Roussel, par son parcours et avec une méthode de travail comparative, européenne et scientifique, participe-t-il, durant la décennie décisive, à l'émergence d'une nouvelle législation sociale et hygiéniste? Je traiterai mon propos en 3 temps. D'abord en replaçant le personnage de Théophile Roussel dans la décennie décisive, ensuite par une étude de sa méthode de travail comparative européenne et scientifique, et je finirai par un petit focus sur la loi Roussel, qui est bien sûr un des grands aboutissements de son œuvre durant cette décennie, en comparant à la fois les avancées et le changement de modèle qu'elle propose, et en même temps sa difficile application. Donc Théophile Roussel, durant la décennie décisive, est un des grands notables du département de la Lozère, un des maîtres de granit, cher à Yves Pourchet. Et, comme je viens de le dire, il a été candidat en 1948, il arrive 11e, il est élu en 1949 et siège jusqu'au coup d'État. Il fait partie également, et ce n'est pas à négliger, de la Société d'agriculture, des sciences et des lettres et des arts de la Lozère, qui est en fait la grande société où se réunissent les notables de tous bords, légitimistes, bonapartistes ou même républicains. Il en est membre depuis 1842 et la présidera même entre 1854 et 1858. Il se présente comme candidat à la députation en 1863 et dans sa profession de foi nous permet d'éclairer son positionnement de républicain vis-à-vis de l'Empire. Je cite, « Aussi l'Empire a-t-il donné sans peine la paix intérieure et la prospérité matérielle, mais ces biens ne suffisent pas, sans la liberté légale. Plus loin, la liberté politique, seule garantie solide des autres libertés, sera donnée sans doute aussitôt que le suffrage populaire aura donné aux hommes qui reconnaissent partout en lui la vraie source des pouvoirs publics, la mission de fortifier les institutions de l'Empire en les améliorant. » Dans sa présentation, Roussel occulte son passé d'élu républicain de 1949 et n'emploie jamais les mots « république » ou « républicain ». Il exprime ici une réelle ouverture envers l'empire libéral cher à Éric Anceau et il préfère mettre en avant son ancrage local. 12 ans passés au milieu de vous comme propriétaire, président de la Société d'agriculture et, en dernier lieu, comme représentant au Conseil général du plus important de nos cantons. En effet,
jusque dans les années 50, Théophile Roussel est plutôt un homme parisien par ses études de médecine, par ses voyages aussi, et sa vie de parlementaire. Il n'a jamais réellement vécu en Lozère depuis son enfance. En 69, donc, Théophile Roussel est un notable départemental localisé à Mende, où il a acheté une grande propriété dans le centre-ville, et il achète aussi, au début des années 50, une propriété à Saint-Chély-d'Apcher, ce qui lui permettra d'être représentant dans le canton de Mende, puis dans le canton de Saint-Chély, de succéder à son père, sans qu'il y ait d'ailleurs eu, je pense, d'élection. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, en tout cas, la trace, ce qui est une pratique assez répandue à cette époque. Il revient sur le devant de la scène au moment de la scène nationale, au moment de la guerre franco-prussienne. Il déclare en 1885, devant la remise des prix aux collégiens de Mende, j'étais à l'étranger au moment où la guerre a été déclenchée. Et il écrit dans le Moniteur de la Lozère du 13 octobre 1870, qui a pris pour titre « Journal de l'Union et de la Défense nationale », dans une lettre intitulée « De l'Union patriotique de la Lozère », où il appelle à une union patriotique autour de la République. C'est donc le retour du Roussel républicain qui va se faire à travers la résistance face à l'ennemi prussien. Dans le même numéro, on apprend que les comités de défense des 3 arrondissements de la Lozère se sont réunis à l'Assemblée générale de Mende et ont désigné Roussel et Belon comme délégués auprès du gouvernement et donc de Gambetta à Tours, afin de hâter l'armement de notre département. Roussel arrive à Tours le 23 octobre avec le programme des comités, obtient des armes, défend l'idée de faire rapatrier les troupeaux du Midi dans le Massif central, qui seraient transformés en forteresse pour résister à l'ennemi. Stratégie militaire qui, comme nous le savons, n'a pas été adopté. C'est ainsi, dans le mouvement de défense nationale, que Roussel, le patriote républicain, revient aux avant-postes de la scène nationale pour la Lozère. Et durant donc cette décennie décisive, Roussel, qui a été candidat en 1963, ne se représente pas en 1969 et laisse le champ libre à un duel Barrault de Chambrun. Durant cette décennie, Roussel s'impose donc comme un homme politique majeur en Lozère. Il est conseiller général depuis 1861. Il en est même président pour la session 73-74 et il est élu député en 1871 avec 9000 voix. Nous sommes dans un petit département rural et il sera réélu en 76-79 et en 1879, il arrive à basculer au Sénat où il restera jusqu'à sa mort en 1903 sans pour autant être un des sénateurs inamovibles. Il sera réélu à chaque fois. Information importante dans son parcours, il entre à l'Académie de médecine en 1872, après avoir été candidat en 68 et 70. Cela aura une grande importance pour la suite de mon exposé. Donc, sa méthode de travail comparative, européenne et scientifique. Cette partie a un double objectif qui est de situer précisément Théophile Roussel sur l'échiquier politique et parlementaire, mais aussi et surtout d'analyser sa méthode de travail comme médecin législateur. Il a un positionnement de républicain modéré pragmatique, à l'appartenance complexe et plurielle. Il fait partie de la gauche républicaine, bien sûr, mais il participe aussi à la réunion du centre-gauche, ce qui a une grande importance pour arriver à faire voter des lois dans une assemblée où les républicains sont minoritaires. Il participe également à plusieurs réunions, la réunion libre-échangiste, la réunion des agriculteurs, mais aussi la réunion des médecins, comme l'atteste l'ouvrage encore en allemand et non traduit de Rainer Hüdmann. Cela permet de situer le personnage de Roussel comme un notable républicain modéré, plutôt libéral, mais aussi de montrer sa double dimension de propriétaire agricole et de médecin. Pendant la période 71-79, Roussel va avoir une activité parlementaire importante. Début de combats qui vont l'occuper jusqu'à sa mort. Certains ont des résultats politiques quasi immédiats, comme pour la répression de l'ivresse publique et les moyens de combattre l'alcoolisme, proposés en 1871 et la loi est votée en 1973. D'autres combats vont mettre plus de 20 ans à aboutir à une loi. C'est le cas de l'organisation de l'assistance médicale dans les campagnes, présentée en 1972, mais qui ne sera adoptée qu'en 1893. C'est aussi le cas de la révision de la loi du 30 juin 1938 sur les aliénés, qui est proposée en 1972 et qui sera adoptée plus tard, en 1987, notamment au Sénat.
C'est un véritable serpent de mer législatif tout au long du XIXe siècle et au-delà, cette question de la loi de 1838. La grande particularité de Roussel est bien évidemment d'être un médecin législateur et de nourrir son œuvre politique de cette expertise scientifique et médicale. Les médecins, jusqu'en 1977, sont assez peu nombreux à l'Assemblée nationale, à peine quelques pourcents. Il faudra attendre 1877 pour qu'ils représentent plus de 10%, à part pour une législature. Au Sénat, entre 1976 et 1979, il n'y a que 7 médecins, nombre qui va aller croissant jusqu'à culminer en 1900-1903, où ils seront 59. Ces chiffres permettent de comprendre la montée en puissance du lobby des médecins et des hygiénistes et expliquent en partie que des combats lancés dans la décennie décisive n'aboutissent que dans les années 90 ou au tournant du siècle. La longévité parlementaire de Roussel explique aussi la place centrale qu'il va prendre dans ces combats. Comme je l'ai dit, député de 71 à 79, puis sénateur de 79 à 1903, assurant ainsi un véritable suivi de l'avancée des dossiers. Cette double casquette de médecin, académicien et législateur a un rôle capital pour la loi Roussel du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge, sur laquelle nous allons nous attarder, parce que c'est son combat le plus connu, mais aussi parce que c'est la loi qui correspond le plus à la thématique de ce colloque. En effet, l'Académie de médecine y consacre 34 séances en 66, 67, 69 et 70. Une enquête publique est même lancée au mois de juin 67. Un arrêté ministériel, annexé au rapport du 16 mars 69, pourtant non publié au bulletin des lois et seulement notifié aux intéressés, institue même une commission. La défaite face à la Prusse vient interrompre le parcours législatif de ce projet de loi et remet sur le devant de la scène politique la question de la dépopulation. C'est ainsi que Félix Boudet, collègue de Roussel à l'Académie de médecine, le charge de continuer le travail à l'Assemblée de la République naissante. Roussel centralise donc le fruit de nombreuses années de travail et se présente comme le continuateur de tout ce long travail de réflexion. À l'Assemblée, Roussel est à la fois secrétaire et rapporteur de la commission, Schœlcher en est le président. Il donne ainsi une légitimité extrêmement forte à la proposition de loi qui est votée à l'unanimité, donc avec des voix non républicaines, après de légères améliorations apportées par Roussel et la commission. Pour apprécier sa méthode de travail, il faut se plonger dans l'exposé des motifs, où Roussel, après avoir fait l'inventaire de tous les textes qui ont encadré légalement la question des nourrices en France, et il remonte jusqu'à Jean II le Bon, après avoir donné un tour d'horizon complet de la situation en France, qui montre qu'il maîtrise complètement son sujet, statistiques à l'appui, fait une double ouverture sur la situation dans les autres pays d'Europe. Il cite notamment le mouvement de la population en France en 1867 de Lefort, comparant les mortalités infantiles en Angleterre, en Belgique, en France, en Prusse et en Hollande. Le deuxième tour d'horizon le plus complet est sur la situation en Angleterre, qui a conduit au vote de The Infant Life Protection Act du 25 juillet 1872, voulant lutter contre le baby farming, c'est-à-dire la mise en nourrice d'enfants illégitimes, condamnés ainsi de manière plus ou moins indirecte à la mort. Le problème de ce baby farming ayant été soulevé en 1968 par le comte de Shaftesbury. Il y a là un vrai parallèle chronologique et temporel sur cette question à faire entre l'Angleterre et la France. L'essentiel de la méthode comparative et européenne de Roussel réside en cela, faire un historique complet de tous les textes législatifs et normatifs français sur une question, puis ouvrir sur un tour d'horizon européen et souvent mondial. Roussel a une femme américaine, originaire de la Nouvelle-Orléans, d'une famille française de la Nouvelle-Orléans, et donc il a des liens très étendus avec les États-Unis. Pour cela, en dehors de ses fonctions d'académicien et de député, Roussel lit énormément de presse médicale qui s'insère dans des réseaux scientifiques, eux aussi européens, auxquels il participe activement. L'inventaire après décès de sa bibliothèque contient des milliers d'ouvrages, dont de nombreux en langue étrangère. Cela montre qu'il maîtrise bien évidemment le latin, mais aussi l'italien, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, ce qui lui permet d'avoir accès aux écrits étrangers en matière de législation ou de médecine. Roussel utilise également la Société de législation comparée, dont nous venons d'avoir une intervention assez complète sur cette période-là. Pour la préparation de la loi sur le travail des enfants dans les manufactures, par exemple, Roussel participe au débat et dit détenir de Schœlcher les textes de loi de bienfaisante de l'Angleterre, Schœlcher ayant été proscrit sous le Second Empire et exilé en Angleterre, ce qui lui a permis de créer des réseaux là-bas.
Cette expertise faite de connaissances historiques, de statistiques, de voyages, où il peut étudier l'application des lois étrangères, fait de ces rapports des textes de référence, comme le souligne Duvergier, bien connu des historiens de l'histoire parlementaire, qui, dans sa collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'État, à propos de la loi sur la répression de l'ivresse publique, je cite donc Duvergier, dans son exposé, M. Roussel ne s'est pas borné à examiner si l'ivresse devait être l'objet des dispositions répressives. Il a cité tout ce que les législations des différents pays, les moralistes, les jurisconsultes, les docteurs de l'Église et même les conciles ont dit sur ces graves questions. La loi actuelle ne les résout ni même ne les effleure. Elle punit l'ivresse manifeste lorsqu'elle se produit en public, laissant aux tribunaux le soin de statuer, lorsqu'il y aura lieu, sur l'imputabilité des crimes ou des délits commis en état d'ivresse. Plus loin, Duvergier aura d'autres propos élogieux à propos de la méthode de Théophile Roussel. C'est grâce à ce travail d'expertise que Roussel arrive à obtenir de larges adhésions politiques à certains des combats qu'il mène, mais aussi à s'imposer comme un parlementaire incontournable du mouvement hygiéniste. Cette citation montre également que Roussel souhaite aller beaucoup plus loin que les lois proposées, ici en matière d'ivresse publique, et essaie de faire le tour des différents aspects du problème. Alors, dans une troisième partie, je ferai un point de focus sur la loi Roussel de 1874, dans ses avancées et ses applications qui ont été difficiles. Quels sont les apports de la loi Roussel et sa philosophie générale ? La loi Roussel réforme le système des nourrices. Elle est une des premières lois hygiénistes d'envergure de la Troisième République, proposant la mise en place d'un nouveau rôle de l'État à propos des enfants du premier âge, c'est-à-dire de moins de 2 ans. Elle uniformise et généralise un véritable système d'inspection, l'inspection des enfants assistés, qui a été renforcée en 2 étapes durant la décennie décisive. La première étape est la loi du 5 mai 69, qui crée un ordre de dépenses relatives à la surveillance des enfants, notamment les traitements et les frais des tournées des inspecteurs et sous-inspecteurs. Ces dépenses sont entièrement à la charge de l'État. La deuxième est la loi du 10 août 71, relative aux conseils généraux, qui établit que les conseils généraux statuent sur le service des enfants assistés et votent les budgets et donnent l'orientation de la politique départementale. Nous avons là donc une articulation entre le rôle de l'État et le rôle des assemblées départementales. L'article 2 de la loi Roussel confie cette surveillance au préfet et réglemente l'organisation des comités départementaux pour assister le préfet. La loi se veut libérale et permet d'inclure dans ces comités des personnes issues d'initiatives privées et charitables à qui la loi donne un véritable pouvoir officiel de surveillance et de suivi. Ce comité est composé de l'inspecteur du service des enfants assistés, bien sûr, de 2 membres du conseil général, mais aussi de 6 autres membres nommés par le préfet, dont un parmi les médecins du conseil départemental d'hygiène publique, 3 pris parmi les administrateurs des sociétés légalement reconnues qui s'occupent de l'enfance, ou à défaut, de membres de commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance. Cette souplesse permet une adaptabilité de la loi en fonction des différents territoires. Il peut être institué des commissions locales qui seront instituées par un arrêté du préfet après avis du conseil départemental dans les parties du département où l'utilité en sera reconnue pour concourir à l'application des mesures de protection des enfants et de surveillance des nourrices et des gardeuses d'enfants. 2 mères de famille font partie de chaque commission locale. La loi, certes à l'échelon le plus localisé, laisse même la voix au chapitre aux mères de famille, qui sont les premières concernées par la question de l'allaitement des enfants. Ce qui est une nouveauté importante à souligner. Au niveau national, l'article 3 institue un comité supérieur de protection des enfants du premier âge, qui a pour mission de réunir et coordonner les documents transmis par les comités départementaux, d'adresser chaque année au ministre un rapport sur les travaux de ces comités, sur la mortalité des enfants, sur les mesures les plus propres à assurer et à étendre les bienfaits de la loi. Ce modèle de comité supérieur a été repris de nombreuses fois par la suite et est une avancée majeure car il a désormais inscrit dans la loi un organe qui assure une centralisation des statistiques et de la situation dans chaque département français. Les pouvoirs publics ne peuvent plus rester inertes car ils sont désormais informés. L'expertise médicale des inspecteurs remonte jusqu'au président, forçant les conseils généraux, le ministère de l'Intérieur à agir. C'est cela le tour de force de cette loi voulue par l'Académie de médecine et portée par Roussel.
L'État doit fixer les cadres, les normes, mais doit laisser libres les initiatives locales du préfet, des comités départementaux et locaux, et des personnes engagées sur le terrain. Dans la politique à l'égard de la petite enfance sous la Troisième République, Catherine Rollet avance que, je cite, « la loi Roussel eut un rôle déterminant. Premièrement, elle permit, sans toucher à l'imbroglio législatif concernant les enfants assistés, d'unifier progressivement le système de protection médicale de ce groupe d'enfants. Deuxièmement, le partage des dépenses à égalité entre l'État et les départements fonda légitimement le droit des pouvoirs publics à organiser les services de l'enfance, par conséquent à dépasser les cadres locaux ou départementaux, représentés dans les départements par des fonctionnaires rémunérés par l'État, les inspecteurs des enfants assistés. L'État eut le moyen de définir des objectifs, d'orienter et de contrôler les dépenses, de procéder à des bilans. En troisième lieu, la France se dota, grâce à la loi, de structures de protection médico-administrative décentralisées, l'expinction médicale. Un réseau de protection essentiellement rural se mit en place. Je vais finir rapidement sur les réticences et la difficulté à appliquer la loi. Cette loi va connaître une application chaotique et compliquée par la grande capacité d'initiative qu'elle accorde aux préfets, qui, eux, vont attendre le règlement d'administration publique qui ne paraît qu'en 1977, alors que la loi a été votée fin 1974. En 1978, selon Roussel, la loi n'est appliquée que dans 75 départements. Ça peut être vu de façon positive, puisque le règlement est apparu assez tard, mais c'est insuffisant aux yeux de Roussel. Entre-temps, le comité supérieur n'a siégé que 3 ou 4 fois. La loi a été mise en application de manière éparpillée, rendant en apparence complexe son dispositif et devant exaspérer les pouvoirs publics qui, n'ayant pas de visibilité d'ensemble, ont dû faire au cas par cas dans chaque département. En effet, une quinzaine de circulaires ministérielles sont parues avant la publication du règlement d'administration publique, autant entre 1878 et 1896, de quoi lasser les préfets et les conseils généraux. L'application de la loi en Lozère est également extrêmement difficile. Le Conseil général est à majorité monarchiste et fait de la résistance à la loi Roussel, républicain. Nous sommes là dans des luttes politiques locales internes au département. Par contre, Roussel souligne, dans un rapport en 1878, l'importance du rôle de l'inspecteur Étienne Hermentier, qui, sur son temps et parfois ses deniers, fait le tour du département, sensibilise les maires, les élus, les mères de famille à l'application de la loi Roussel. Sa difficile application en Lozère va même dans des détails minimes, et les freins à cette loi sont nombreux. Comme dans les plus petites municipalités, l'impossibilité financière d'acheter le registre pour inscrire les enfants en de nombreuses localités de Lozère, ce qui rend la loi totalement inapplicable puisque l'inscription dans les registres est le commencement du suivi imposé par la loi Roussel. En conclusion, Théophile Roussel est un des républicains modérés qui polarisent par leur expertise, leur réseau, leurs engagements politiques au sens large, l'initiative de lois sociales et hygiénistes, et prépare ce que Christian Topalov qualifie de « nébuleuse réformatrice en France entre 1880 et 1914 ». Il ouvre avec d'autres des chantiers de réflexion donnant à la Troisième République un large corpus de lois sociales et médicales, formant ainsi un nouveau modèle où l'État joue un rôle organisationnel de suivi, de contrôle et de financement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé, enfin pour ces 3 exposés, mais pour le dernier qui illustre bien les 2 premiers en montrant ce que peut apporter le droit comparé. Alors, je crois qu'il nous reste 10 bonnes minutes pour des questions à la salle. Peut-être pour lancer le débat, pourrais-je poser immédiatement une première question à mon voisin de gauche. Vous nous avez parlé des difficultés d'application de la loi Roussel. Est-ce qu'on a une mesure de l'influence qu'elle peut avoir eue sur la mortalité infantile? Est-ce que la France a rattrapé son retard? Est-ce que... Voilà. Effectivement, dans ces années-là, la théorie de la dépopulation, surtout après la défaite face à la Prusse, est un sujet qui inquiète beaucoup
Et comme tout sujet qui inquiète, les statistiques sont toujours interprétées de manière très partisane. Donc nous avons tout un tas de statistiques et de comparaisons européennes, et on peut dire que l'impact de la loi Roussel a été important mais limité. Et véritablement, c'est vrai que j'aurais pu projeter les taux de mortalité qui baissent réellement avec la révolution pasteurienne. L'asepsie, la stérilisation, les progrès lors des accouchements, etc. C'est vraiment à ce moment-là qu'on arrive de manière drastique à faire baisser la mortalité infantile. C'est pour ça que je me suis concentré dans mon exposé sur la question de ces différents comités de suivi, en fait, qui permettent de faire remonter les différentes statistiques du territoire français et de l'étranger au sommet de l'État, et donc de pouvoir légiférer en connaissance de cause. Bien, merci beaucoup. Pas pour l'instant de questions. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions? Monsieur le secrétaire général de la Société de législation comparée, je n'en attendais pas moins de vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Pierre Laurent et Walter Badier. Je vous remercie beaucoup pour cette très belle conférence. Vous avez rappelé la vocation scientifique de la Société de législation comparée et montré que les fondateurs insistaient sur cette vocation première. Et dans le même temps, pour y parvenir d'ailleurs, la société s'est dotée d'une organisation importante, puissante, susceptible de jouer un rôle aussi bien sur le plan politique que diplomatique. Je me demandais si au cours de ces 10 premières années, la vocation première de la société avait pu être mise en débat parmi ses fondateurs, et si certains avaient pu considérer qu'au fond, au-delà de la vocation scientifique, la société avait un rôle politique, diplomatique à jouer, un rôle de promotion du droit français, par exemple, à l'étranger. Merci. Bien, je sens que vous avez des réponses. C'est évidemment, merci Monsieur le secrétaire général, c'est évidemment une excellente question, et ma réponse va être peut-être paradoxale et frustrante à la fois, donc c'est Walter qui, comme toujours, apportera le complément le plus utile. Évidemment, si on regarde les fondateurs, on l'a dit, Laboulaye est plus un père tutélaire. Donc Paul Jozon a été marqué, meurtri par sa condamnation lors du procès des 13, dont il est le plus jeune prévenu, avec très éminent collègue du barreau. Et donc c'est un opposant déterminé au Second Empire, comme son père, comme son frère, donc il est très politique. Ceci dit, son ami Alexandre Ribot n'a pas le même positionnement politique, et donc je pense que, et surtout avec le choix de Laboulaye, de mettre de côté la nature du régime politique dans les premières années de la société, ça fait consensus, et peut-être qu'on peut y trouver finalement l'esprit finalement de cette conjonction des centres qui est à l'origine, sans faire de déterminisme rétrospectif dans le passé, bien entendu, mais qui est à l'origine du vote des lois constitutionnelles. Il y a une réelle diversité au sein de la Société de législation comparée, disons, d'opinions politiques, pour le dire autrement. Jozon est beaucoup plus à gauche, on dirait, que Ribot, par exemple. Donc il n'y a pas de trace, à notre connaissance, Walter, de débat là-dessus initialement. Ils sont d'accord pour mettre de côté cette question et pour, comment dire, ils sont vraiment des techniciens du droit. Ils représentent la grande diversité des juristes. D'ailleurs, et Walter l'a dit, mais le temps était très compté, les graphiques qu'on a présentés sont à relativiser parce que tous, Jozon et Ribot en particulier, mais ils appartiennent à toutes les catégories. Donc Paul Jozon, avocat au Conseil, comme on disait, au Conseil d'État, à la Cour de cassation, député, il a été contacté par Dufort, toujours Dufort, pour être secrétaire général du ministère ou sous-secrétaire d'État. Il refuse pour donner la priorité à son activité d'avocat et à son cabinet de la rue Jacob. Donc ils sont tous multifonctions. Ribot a été juge, etc. Ce qui vraiment les unit, c'est effectivement le libéralisme, la modération aussi, même s'ils ne sont pas, en tout cas pour Jozon, modérément républicains.
Donc, je pense que dans les premières années, en tout cas, la question politique, la question de la nature du régime est mise de côté, mais pas les libertés. On parle de 1869 ici comme moment clé, bien sûr, pour la société. En 1868, je me permets de le rappeler, Paul Joson avec Hérold, autre très grand personnage évidemment de la période, et futur préfet de police, publie le manuel des libertés individuelles, c'est-à-dire un petit bréviaire extrêmement pragmatique et rédigé de manière très simple, et non pas en langage juridique, pour permettre à chaque militant, durant l'Empire libéral, de se défendre face à une arrestation arbitraire. Donc ce sont des militants, ce sont aussi de grands juristes, et ils arrivent, je crois, à faire la césure, en tout cas, dans leurs écrits, du bulletin, etc. Oui, Walter, je t'en prie. J'hésite un peu à me lancer, parce qu'il y a beaucoup de choses et je ne veux pas monopoliser la parole non plus. Juste quelques éléments très rapidement. Merci tout d'abord pour cette question. Premier élément, dans le bulletin, on trouve des informations générales sur l'actualité de la société, mais finalement on n'a pas trace d'éventuels débats entre les membres par rapport à des questions de positionnement politique. Voilà. Et les statuts n'ont pas changé durant les premières années d'existence de la société, donc là-dessus il n'y a pas de débat. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est-à-dire le travail mené au sein d'une commission de type extra-parlementaire, c'est quelque chose d'assez original. Il y en a eu très peu, il y en a eu 2 dans les années 1870 à ma connaissance, la seconde sur la question des notaires, je crois. Oui. Et là, il y a une entorse au règlement dans la mesure où il y a un vote. Et ça fait débat au sein de la commission. Il y a un débat pour savoir s'il est bon ou pas de voter. Qui viole les statuts, ça viole les statuts. Exactement. Mais on n'est pas dans les séances mensuelles de la SLC, donc c'est quelque chose de particulier. Mais là, il y a un vote. Et ensuite, il y a la rédaction de ce qu'ils appellent un projet de loi, ce qui n'existe pas habituellement. Voilà, donc là, ils vont plus loin. Et juste pour donner un autre élément, j'ai le sentiment que durant la décennie 70, la décennie décisive, la proximité avec le pouvoir politique est quand même extrêmement forte. Les relations interpersonnelles, Ribot-Dufaure, etc., et beaucoup d'autres. Et ensuite, ces liens ont quand même tendance à se distendre légèrement, aussi parce que c'est l'époque des opportunistes, et donc les hommes du centre-gauche, eh bien, désormais ne sont plus dans les majorités. Et donc, il y a quand même, me semble-t-il, quelque chose qui se brise lentement, d'une certaine manière, au tournant des années 1870-1880. Voilà. Merci beaucoup. Autre question? Oui, madame. Ah oui, Bouton gris. Non, c'était pour Monsieur Morin. La notion de orphelin moralement abandonné, est-ce que c'est dans la loi Roussel de 78? Et est-ce qu'il y a, dans ce cas-là, une argumentation qui m'intéresserait de consulter? Voilà, si vous l'avez trouvé dans vos travaux. Vous avez dit orphelin. Oui, alors le thème de la loi, c'est les enfants abandonnés, délaissés ou maltraités. Voilà. Et qui commence dans les années 70, mais qui aura des répercussions aussi dans les années 80-90. Roussel reprend le dossier au Sénat. Mais vous me demandiez en fait la mention du terme, c'est ça, dans la loi? Pas à ma connaissance. Attendez, le micro. Non, je disais que ça révolutionne beaucoup de choses et ça donne un caractère assez aléatoire au placement des enfants. Oui, en fait, c'est une très, très, très large question avec toute bien sûr, la remise en cause du droit romain et de la déchéance d'autorité paternelle. Ça pose des problèmes juridiques absolument colossaux et puis des problèmes budgétaires aussi. Comment s'occuper de ces enfants-là? C'est un problème extrêmement large, complexe et qui est traité par Roussel et les législateurs autour de lui de manière extrêmement précise. Et pour le coup, au Sénat, il y aura des travaux très, 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 très aboutis. Je vous invite à lire ou relire les rapports sur ce qui se fait dans les autres pays européens, pour le coup. Mais là, il faut aller plus loin d'un point de vue chronologique et regarder ce qui se passe au Sénat. Merci beaucoup. Autre question? Oui, madame.
Une question concernant cette société, mais peut-être à d'autres participants à ce colloque. Je n'entends pas parler de franc-maçonnerie depuis hier. Et donc, je voulais savoir si, par hasard, parmi cette société, dans les réseaux de relations, dans les débats, vous parlez de commissions extra-parlementaires, y aurait-il eu des débats, à votre connaissance, dans cet univers de la franc-maçonnerie? Merci beaucoup. À ma connaissance, des débats sur la franc-maçonnerie, je ne le pense pas. Parmi les membres, c'est autre chose, hein, puisque bon, la prosopographie, on s'y lance tout juste. Hein. Elle est effectivement colossale pour la Société de législation comparée et passionnante. Hein. Pour les membres qu'on connaît le mieux, en tout cas, et en particulier, je peux parler moi, de la famille Joson, qui est la mienne, non. Pas d'appartenance à la franc-maçonnerie, pas non plus d'hostilité à la franc-maçonnerie. Ribot, je ne pense pas non plus. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense que nous allons céder la place à la table ronde suivante, qui va nous laisser d'ailleurs dans le domaine du droit comparé. Est-ce que vous souhaitez une pause de quelques minutes ?